On l'appelle l'île aux lagons. L'île aux cétacés, l'île aux maquis, l'île au parfum d'ylang-ylang. C'est Mayotte. En réalité, un petit archipel constitué essentiellement de 2 îles, dont la plus importante mesure 40 km sur 20. Ici, nous sommes en France. La France, grande puissance européenne, possédait à la moitié du XXe siècle un vaste empire colonial dispersé aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, il en reste encore des traces, comme Mayotte, située entre Madagascar et l'Afrique, île la plus méridionale de l'archipel des Comores. Ici, tous les ans au mois d'avril, on célèbre l'abolition de l'esclavage, proclamée en 1847, un an avant celle proclamée à Paris, et 6 ans après l'arrivée des Français dans l'archipel. Depuis, la France est toujours considérée par les Mahorais comme une puissance protectrice face aux appétits de ses voisins comoriens qui les avaient maintenus dans l'esclavage. « 1974-1976. Mayotte refuse l'indépendance par peur de se retrouver sous le joug de ses voisins. » Nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. À Mayotte, des notables soutenus par les femmes réclament le maintien de l'île au sein de la France, ce qui est obtenu par référendum. Alors qu'à la même époque, le reste des Comores devient indépendant. Cette indépendance des Comores s'effectue dans les convulsions. Crise économique, crise politique, 19 coups d'État, dont plusieurs organisés par Bob Denard, un ancien sous-officier de l'armée française. La fracture sociale entre la République fédérale islamique des Comores et la petite île restée française provoque un flot ininterrompu d'immigration clandestine vers Mayotte. À Mayotte se maintiennent des forces françaises parce que les Mahorais ont souhaité que Mayotte reste française. Ceci dit, Mayotte se situe dans le canal du Mozambique, où les routes commerciales maritimes sont nombreuses. On y trouve notamment des pétroliers et de ce fait, effectivement, Mayotte offre un intérêt géostratégique potentiel qui est évident. Encore en 2002, il y a eu pas mal d'événements à Madagascar. Actuellement, la situation en Comores est encore trouble. Donc la situation dans la région n'est pas particulièrement stable. Comme dans la plupart des pays africains, la population mahoraise est majoritairement constituée d'enfants. 64% des 200 000 Mahorais ont moins de 20 ans. Parmi eux, Balkini Amada. Il a commencé sa journée par des ablutions en compagnie de sa mère et de sa grand-mère dans la maison maternelle. Son père, lui, vit chez sa seconde femme. Alors que Balkini se prépare pour aller à l'école, sa sœur, comme la plupart des femmes mahoraises, compose son masque de beauté fait de bois de santal. Balkini est en CM2. À Mayotte, 80% des enfants sont scolarisés. 7,14 fois 10. Les océans. Combien y a-t-il deux océans dedans? Ah, c'est pas ça. Quelqu'un d'autre. Balkini, cette grande île s'appelle quoi? Madagascar. Madagascar. Ici, dans quel océan on est là?
Ici. C'est l'océan Indien. C'est l'océan Indien. Ici, c'est à Mayotte, c'est difficile parce qu'on a un public, surtout les jeunes qui ne parlent pratiquement pas le français à la maison. Donc, ils n'ont que 5 heures par jour pour parler la langue donc à l'école. Il y a des élèves, justement, parce qu'au départ, ils étaient incapables de prononcer, ni même déchiffrer un mot. Parfois, les enseignants eux-mêmes ont des difficultés avec la langue française. Contrairement à Ramadani, ils n'ont pas tous le baccalauréat. Bon, j'ai commencé par faire un baccalauréat professionnel en maintenance des appareils audiovisuels. Après, j'ai continué mes études en DUT génie électrique. Et puis, j'avais du mal à trouver le boulot parce que c'est une petite île. Donc, j'étais obligé de passer des concours pour intégrer le cours normal. Après l'école, Balkini repart encore à l'école. Mais cette fois-ci, l'école coranique. Pendant 3 heures, il va répéter des versets du Coran en arabe, alors qu'il ne comprend pas une phrase de cette langue. La journée se termine en famille. Le grand-père de Balkini possédait une plantation d'ilang-ilang, mais il l'a laissé à son neveu. C'était très dur. La taille, la coupe, la cueillette, la distillation. Il fallait que je reste dans mon champ même la nuit pour surveiller la distillation. La fleur de l'ilang-ilang donne une huile qui est à la base de la plupart des plus grands parfums. La production de cette huile, qui a été la spécialité de Mayotte, est en chute libre à cause de la concurrence des Comores et de Madagascar, où la main-d'œuvre et les prix de revient sont nettement inférieurs à ceux de Mayotte. L'ilang-ilang ne rapporte plus rien car il n'y a plus assez d'argent pour acheter la récolte. Nous avions espéré que le gouvernement français nous permettrait d'accéder à de nouveaux marchés, mais on se rend compte que c'est tout le contraire, un vrai désastre. En brousse, il ne faut pas croire qu'on va embaucher des Mahorais qu'il faut déclarer, alors que 200 kilos d'ilang-ilang valent à peine 600 francs, et pour ça il faut 20 ouvriers agricoles. Quand le patron réussit à vendre un peu d'huile d'ilang-ilang, il me donne un petit quelque chose, parfois jusqu'à 15 € par semaine, soit 400 francs par mois. J'ai 6 enfants. Je continue ce travail car j'ai rien d'autre à faire. Je préfère faire ça que d'être voleur. La distillation de l'ilang-ilang se fait au milieu de la plantation, par ces mêmes ouvriers clandestins qui, en cas d'accident du travail, n'ont bien sûr aucune protection sociale. Je voudrais dire au monde entier que l'ilang-ilang à Mayotte ne rapporte plus rien. Une catastrophe. J'ai aussi une plantation de vanille et je pense me tourner maintenant vers la culture de la vanille car pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Avant de se lancer dans les cultures pour le marché et l'exportation, comme l'ilang-ilang et la vanille, les Mahorais vivaient essentiellement de cueillette, de chasse et de pêche. Aujourd'hui, la population mahoraise est emportée par une frénésie de consommation sans précédent, alors que les productions, elles, ont très peu augmenté. Toutes sortes de crédits sont apparus. Le parc automobile s'est accru de manière considérable, mais aussi le nombre des bidonvilles.
Mayotte, terre française. Mais il ne s'agit ni d'un département, ni d'un territoire d'outre-mer. C'est une collectivité où plusieurs lois de la République ne sont pas appliquées. Pas de sécurité sociale. Pas d'allocation chômage. Pas de RMI. Des allocations familiales extrêmement réduites, limitées à 3 enfants. Ici, le principe de la laïcité reste très vague. 97% de la population est musulmane. Les mariages se font devant l'imam et la polygamie est très répandue, malgré une récente interdiction officielle. Allah le Tout-Puissant a dit ceci: épousez à celle qui vous plaît, 1, 2, 3 ou 4. Mais moi, un pieux dis-je, mais aussi un amoureux. J'en ai pris une seconde et une troisième. Finalement, j'en ai lâché et j'en garde 2. Vous avez à mes côtés ma seconde épouse. Que la baraka et la bénédiction d'Allah soient en elle comme à la première et toutes celles qui ont été maman de mes enfants, au nombre actuel de 20-1. Pratique courante de la polygamie, mais à Mayotte, jusqu'à présent, la transmission des biens, elle, s'est toujours faite par les femmes. Une fille dans une famille étant plus désirée qu'un garçon. Une fille, chez nous, a tous les privilèges. La maison revient à la fille pour toute sa vie. Un beau jour, peut-être, elle sera répudiée. Mais là, elle ne va pas traîner dans la rue. Elle a sa maison à elle. Exemple de consommateurs pour les Mahorais, les métropolitains, appelés ici Muzungu, vivent la plupart du temps dans des cités construites toutes sur le même modèle. Ces métropolitains sont au nombre de 10 000, sur une population de 200 000 habitants. Les enseignants représentent la plus importante corporation. Parmi eux, Bernard et Dominique Baudry. Dominique étant institutrice de l'éducation nationale. J'ai suivi ma femme donc ici parce que moi j'ai vendu mes affaires de presse que j'avais à Bordeaux. Donc j'ai décidé de prendre un travail, de participer entre guillemets avec les moyens du bord au développement de l'île. Et j'ai trouvé une possibilité d'enseigner. Donc je suis sous contrat avec la collectivité territoriale. Je suis réglé, payé par le conseil général. Et ma foi, ça se passe relativement bien. Au niveau des avantages, il y a tout d'abord un aspect financier, du moins pour mon épouse, puisque elle touche une prime d'éloignement. Bon, c'est un aspect quand même considérable, positif. Cette prime, dont parle Bernard Baudry, s'élève à 95% du salaire, net d'impôts. Pour tout ce qui est des légumes frais, fruits, je viens au marché de Mamoudzou parce que c'est des produits locaux, ils sont très frais, ce n'est pas cher. Mais par contre, tout ce qui vient de métropole, il y a les taxes de douane, c'est très très cher. Ce que j'achète au supermarché, ce sont tous les produits d'entretien, lessive, shampoing, tout ce qui est hygiène, c'est très cher. Par contre, la viande à Mayotte n'est pas chère. Elle vient du Brésil, d'Argentine et est beaucoup moins chère qu'en métropole. Destination Mayotte. Le tourisme pourrait faciliter le développement économique de l'île. Mais jusqu'à présent, Mayotte est restée à l'écart des grands flux touristiques, car son aéroport ne peut accueillir les longs courriers. Hôtels, restaurants sont essentiellement fréquentés par des Réunionnais ou des métropolitains venus rendre visite à des proches installés dans l'île. On appelle cela un tourisme d'affinité. Il reste très limité. Cependant,
La présence des 10 000 métropolitains a entraîné la création d'un certain nombre d'activités liées au service. Muriel et Pierre Gauvin, eux, se sont spécialisés dans les loisirs. Les Mahorais, en tant que musulmans de racines et de souche, ont beaucoup de mal à se mettre à la danse classique, surtout à se présenter et se produire sur la scène. Nous enseignons aux enfants de 4 ans à 18 ans et plus. Nous avons des gens déjà qualifiés en danse, classique, jazz et aussi du fitness pour entretenir ces dames, bien sûr, sur Mayotte qui ont besoin de se défouler. Il y en a beaucoup qui font rien, donc on a essayé d'aller dans le goût du jour et de la technique d'aujourd'hui. Mon épouse est professeure de danse. Nous avons créé également en 1985 la première structure de plongée de l'île. Nos moniteurs sont des moniteurs métropolitains qui sont brevetés d'État parce qu'il n'y a pas de Mahorais qui sont intéressés par la pratique de la plongée et il n'y a pas un seul moniteur local sur le marché de l'emploi, donc on est obligé de faire venir des moniteurs de métropole. Tu me verras ? Je bouge la tête. La mer n'est pas seulement un magnifique terrain de jeu. Pour Abdourami, c'est son lieu de travail, son gagne-pain. J'étais à l'école jusqu'en classe de 4e. Je voulais être médecin, mais je n'ai pas pu. Et voilà, je suis devenu pêcheur. Et que, comme c'est un métier que j'ai appris dès l'enfance, et voilà, je continue pour équilibrer la vie. Ceux qui ont les petits pirogues en bois, ils font ça pour uniquement avoir un peu de poisson pour la famille. Donc ce n'est pas des vrais pêcheurs, mais ce sont des chercheurs du poisson. Souvent, il y a des grosses chalutiers, des Coréens et des Japonais qui ratissent tout ce qu'ils trouvent avec les filets qui font 1 kilomètre au moins. Et les Mahorais risquent de ne plus avoir du poisson. On risque de rentrer bredouille et là, c'est pas bon. Ah. Petit mérou comme ça. Allez, je vais te relâcher. On a le plus grand lagon du monde, le plus beau lagon du monde. On a du poisson. Je pense que c'est une richesse que la France a aujourd'hui, qui devait exploiter au lieu d'aller acheter du poisson en Espagne ou en Italie ou n'importe où. Dans l'outre-mer français, la France a des richesses. Et cette richesse, le pétrole, pour nous, c'est ça, c'est la mer. C'est le lagon, ce qu'on a aujourd'hui. On produit en gros 5% de la production française. De l'élevage en mer, j'ai un collègue qui est à Longoni, il exporte à peu près en gros 3,5 tonnes de poissons vers l'Europe. Grands espoirs dans l'aquaculture. Mais pour un petit pêcheur comme Abdourami, la pêche demeure une ressource incertaine. À part la pêche, j'ai un autre métier. Je fais gardien de nuit au lycée professionnel de Kahani. Et puis, j'ai d'autres activités, mais c'est la campagne. Chaque jour, je vais cultiver, je plante des bananiers, des orangers. Et c'est ça le troisième métier que je fais.
c'est ma femme, Zena, originaire en Joannaise. On a 3 enfants. Et elle vient tout juste de recevoir sa nationalité. Zena, comorienne, venant d'Anjouan, a pu régulariser sa situation à Mayotte en devenant l'épouse officielle d'Abdourahmi. Mais tous les immigrants n'ont pas eu sa chance. Sur 200 000 habitants, les immigrés clandestins sans papier, ceux que l'on retrouve dans toutes les branches de l'économie, représentent 1/3 de la population. Ils ont fui Madagascar ou les Comores pour échapper à la faim, à la misère, aux maladies, et trouver refuge à Mayotte, où ils sont traqués comme des hors-la-loi. Le superbe lagon de Mayotte, avec sa barrière de corail, est un immense cimetière. Voilà la frontière française qui connaît la plus forte immigration clandestine, mais aussi la frontière la plus meurtrière, 4000 morts depuis 1997. Moi, je suis clandestin. Je viens d'Anjouan. Je viens juste chercher ma vie parce que là-bas, en Anjouan, vraiment, c'est très difficile de vivre comme ça. Il n'y a rien du tout là-bas. Donc, si tu restes, tu vas mourir de faim parce que tout ne va pas. Et je préfère de sacrifier ma vie pour venir ici à Mayotte. C'est comme ça parce que je ne peux pas rester. Pour traverser la mer là, c'est difficile parce qu'en plus, nous, on monte très nombreux. Plus de 20 de personnes dans une petite barque. Dès qu'il y a des vagues, des gros vagues comme ça, donc c'est foutu. Il y a beaucoup de monde qui sont déjà morts. Mais on n'a pas le choix. Régulièrement, les autorités de Mayotte expulsent ces clandestins et chaque nuit, les pirogues venant d'Anjouan déversent des dizaines de nouveaux immigrants, parmi lesquels beaucoup ne viennent sur cette terre française que dans le seul but de pouvoir accéder à des soins, consulter un médecin, recevoir des médicaments. Il y a une bonne partie de notre activité qui est destinée à la population d'origine étrangère, qui est souvent clandestine. Ces gens viennent beaucoup d'Anjouan, des autres îles des Comores aussi. Ils viennent à Mayotte pour multiples raisons, notamment économiques, pour trouver du travail. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent pour se faire soigner parce qu'on trouve à Mayotte un système de soins beaucoup plus développé, avec des dispensaires, mais aussi d'ailleurs avec l'hôpital. Marc Peter soigne des clandestins. Car dans les dispensaires, il n'y a aucune discrimination entre chaque malade. Mais la grande majorité de ces patients sont bien sûr des Mahorais, qui peuvent bénéficier ici d'une médecine de proximité, efficace et gratuite. À Mayotte, il n'y a pas encore de sécurité sociale, mais les soins sont gratuits, donc tout le monde a accès aux dispensaires, aux soins médicaux. Il y a des spécificités comme le paludisme, qui n'existe pas en métropole, ou bien comme d'autres maladies comme le choléra, on a eu quelques cas en 2000, ou encore comme la lèpre. La lèpre est une maladie qui est encore très présente à Mayotte, qui est endémique, au même niveau que l'Inde. Alors actuellement, avec le changement de mode de vie, apparaissent de nouvelles maladies, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, comme les caries dentaires, qui n'existaient pas parce qu'il n'y avait pas de sucre avant. Une autre spécificité du système sanitaire à Mayotte, c'est qu'il y a encore relativement peu de médecins, autour d'un médecin pour 8000 habitants, alors qu'en métropole, on devrait être 1 pour 500 habitants à peu près dans des zones de ce type. En quittant son dispensaire, Marc Peter n'abandonne pas le cadre mahorais, puisqu'il retrouve une famille franco-mahoraise recomposée. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? De la salade, des citrons, on va ranger tout ça dans la cuisine. On partage ensemble beaucoup de choses différentes, un peu de métropole et puis aussi beaucoup de Mayotte ici. C'est bon d'être ensemble de manière différente et de se retrouver. Et dans la campagne. Et dans la campagne. Derrière vous, vous avez la mer. Mayotte est entourée du lagon et c'est un bel endroit pour vivre. Eli. Allô, allô. Allô, 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 Midutsu. Marc Peter
est un bel exemple d'immersion dans le milieu mahorais. Alors, peut-on rêver d'une île où le fossé entre les différentes communautés se réduirait? Je vois un avenir positif pour l'île de Mayotte. En particulier, j'aimerais bien que l'île devienne un département français. Et puis, pour l'avenir, c'est quelque chose qui va être à définir. J'espérerais que ce soit le peuple de Mayotte qui vont décider de leur sort à l'avenir. Tutakasika